Bonjour et bienvenue dans Destins extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des visages les plus célèbres du XXe siècle, Ernesto Guevara de la Serna, plus connu sous le nom de Che Guevara. Un médecin argentin devenu révolutionnaire, commandant de guérilla, dirigeant de Cuba, puis symbole mondial de la rébellion. Mais derrière le béret étoilé et la photographie devenue légendaire se cache une histoire beaucoup plus complexe. Qui était vraiment Che Guevara? Comment Ernesto est-il devenu Che? Pourquoi a-t-il abandonné le pouvoir à Cuba pour repartir combattre à l'autre bout du monde? Et comment un homme mort à seulement 39 ans est-il devenu une icône connue aujourd'hui sur toute la planète? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Il existe des visages que l'histoire finit par détacher de leurs propriétaires. Des visages qui deviennent des symboles, imprimés sur des drapeaux, des murs, des affiches et des vêtements. Celui d'Ernesto Guevara de la Serna, plus connu sous le nom de Che Guevara, est l'un des exemples les plus spectaculaires. Une photographie prise à La Havane en 1960 a contribué à transformer un homme mort à 39 ans en icône mondiale. Mais derrière le béret étoilé se trouvait un personnage beaucoup plus difficile à résumer. Médecin argentin, voyageur, marxiste, combattant, commandant révolutionnaire, responsable politique, dirigeant économique, diplomate, théoricien de la guérilla, puis clandestin vaincu au Congo et finalement traqué en Bolivie. Avant de devenir Che Guevara, il y a Ernesto Guevara de la Serna. Il naît en Argentine en 1928 et grandit dans une famille cultivée, dans un environnement où les livres, les discussions politiques et les déplacements occupent une place importante. Très tôt, il souffre d'asthme. La maladie est parfois sévère, mais elle ne le condamne pas à l'immobilité. Il pratique du sport, lit énormément et développe un goût prononcé pour le voyage. Quand on connaît la suite, la tentation est forte de voir dans chacun de ces détails l'annonce du révolutionnaire futur. Pourtant, ce serait déjà fabriquer une légende. L'Ernesto de l'adolescence n'est pas encore Che Guevara. C'est un jeune Argentin curieux, malade mais actif, attiré par la littérature, la médecine et la découverte du continent qui l'entoure. Il commence des études de médecine à Buenos Aires. Ce choix n'est pas anodin, mais il ne faut pas non plus le romantiser. Sa formation médicale l'amène à côtoyer la maladie, la vulnérabilité et les réalités sociales, tandis que ses lectures et ses voyages élargissent progressivement son horizon. L'immense fonds documentaire consacré à sa vie et inscrit au registre Mémoire du monde de l'UNESCO conserve des manuscrits, des lettres, des documents de jeunesse et des matériaux couvrant la période allant de 1928 à 1967. Cette masse d'archives est précieuse parce qu'elle permet de retrouver Ernesto avant que son image publique ne recouvre presque tout le reste. À cette époque, rien n'impose encore une trajectoire révolutionnaire. Guevara pourrait exercer la médecine, mener une carrière intellectuelle ou simplement continuer à voyager. Mais il appartient à une génération qui voit l'Amérique latine traversée par les inégalités, les coups d'État, les régimes autoritaires, les luttes sociales et l'influence croissante de la guerre froide. Ses choix futurs naîtront de ce contexte, de ses expériences personnelles et de sa radicalisation progressive. Pas d'une révélation unique, ni d'un destin écrit d'avance. En 1952, Ernesto Guevara entreprend avec son ami Alberto Granado le voyage qui deviendra le plus célèbre de sa jeunesse. Il parcourt une partie de l'Amérique du Sud, d'abord à moto, puis par d'autres moyens. Les carnets et photographies associés à cette période montre un voyage à la fois aventureux et formateur. Guevara traverse des régions minières, rencontre des travailleurs, observe la pauvreté rurale et la situation de populations indigènes. Il séjourne aussi dans une léproserie au Pérou. Mais là encore, il faut résister au récit trop parfait. Ce voyage ne transforme pas en quelques semaines un étudiant en chef révolutionnaire. Il participe plutôt à une accumulation d'expériences qui modifie son regard sur les frontières nationales, la pauvreté et les rapports de pouvoir en Amérique latine. Après avoir terminé ses études, il repart. Le Guatemala devient une étape décisive. Le président Jacobo Arbenz mène alors un programme de réforme qui provoque une opposition intérieure et une hostilité croissante aux États-Unis. Les archives américaines publiées par l'Office of the Historian documentent aujourd'hui l'opération PBSUCESS menée par la CIA et destinée à favoriser le renversement d'Arbenz en 1954. Guevara se trouve dans le pays pendant cette crise. Il voit un gouvernement réformateur tomber dans un contexte où l'intervention américaine joue un rôle majeur. Dans sa lecture politique, l'épisode renforce l'idée que des réformes légales peuvent être balayées si elles ne disposent pas d'une force capable de les défendre.
Il ne faut pas confondre cette interprétation personnelle avec une démonstration historique universelle. Ce que l'on peut établir, c'est la présence de Guevara au Guatemala, le renversement d'Arbenz et l'importance de PBS-UCSS. Ce que Guevara en déduit relève de son évolution idéologique. Cette distinction compte car elle montre comment un événement documenté devient chez lui une leçon politique. L'impérialisme n'est plus seulement un concept lu dans les livres, il devient à ses yeux une réalité observée directement. Après la chute d'Arbenz, Guevara gagne le Mexique. C'est là, en 1955, qu'il rencontre des exilés cubains et finalement Fidel Castro. Castro prépare une expédition contre la dictature de Fulgencio Batista. Guevara rejoint le groupe. Il possède un diplôme de médecin, mais il ne s'engage pas comme simple accompagnateur sanitaire. Il accepte le projet militaire et politique. C'est à ce moment que le médecin voyageur commence réellement à se transformer en combattant révolutionnaire. En novembre 1956, le yacht Granma quitte le Mexique en direction de Cuba avec les hommes du mouvement du 26 juillet. Le débarquement tourne presque au désastre. Les rebelles sont repérés, attaqués et dispersés. Une petite partie du groupe rejoint la Sierra Maestra. Guevara fait partie des survivants. Au départ, sa compétence médicale reste utile, mais la logique de la guérilla le pousse rapidement au-delà du rôle de médecin. Il combat, organise, commande et gagne la confiance de Fidel Castro. La guerre de guérilla dure plus de 2 ans. Les photographies de l'époque montrent Guevara dans la Sierra, au milieu des combattants, dans une iconographie qui deviendra ensuite héroïque. Mais la chute de Batista ne résulte pas de l'action d'un seul commandant. Elle s'inscrit dans l'affaiblissement d'un régime, les oppositions urbaines et rurales, les divisions internes et la progression militaire des rebelles. Guevara devient néanmoins l'un des commandants les plus visibles et les plus importants de l'insurrection. À la fin de 1958, sa colonne participe à l'offensive dans le centre de Cuba. La bataille de Santa Clara devient un épisode central de sa légende militaire. Peu après, Batista quitte le pays. Pour Guevara, la victoire cubaine prend une signification qui dépasse largement Cuba. Elle semble prouver qu'un groupe révolutionnaire déterminé peut accélérer une crise politique et créer les conditions d'une victoire. Cette conviction nourrit ensuite sa théorie du FOCO, l'idée qu'un noyau de guérilla peut contribuer à faire naître une dynamique révolutionnaire plus large. Le problème est que les conditions cubaines sont particulières. Ce qui a fonctionné contre Batista ne constitue pas automatiquement une recette applicable ailleurs. Guevara ne le sait pas encore, ou du moins n'en mesure pas toutes les conséquences. Plusieurs années plus tard, au Congo puis en Bolivie, il tentera de transférer cette expérience dans des contextes profondément différents. Ce sera l'une des grandes lignes de son destin. Une victoire initiale transformée en modèle, puis un modèle confronté à ses limites. Le 1er janvier 1959 change la nature du rôle de Guevara. Il n'est plus un insurgé combattant le pouvoir, il appartient désormais au camp qui le détient. Au début de la Révolution, il reçoit des responsabilités à la forteresse de la Cabana à la Havane. Des tribunaux révolutionnaires y jugent des personnes accusées de crimes commis sous Batista, de torture, de meurtre, de collaboration avec l'ancien régime ou d'activités considérées comme contre-révolutionnaires. Des condamnations à mort sont prononcées et des exécutions ont lieu. Le rôle institutionnel de Guevara dans cette période est documenté et ne doit pas être escamoté. C'est aussi l'un des sujets où la propagande et la contre-propagande brouillent le plus facilement les faits. Les chiffres d'exécution attribués directement ou indirectement à Guevara varient selon les auteurs, les périodes étudiées et la définition de sa responsabilité. Aucun chiffre unique ne peut donc être présenté comme une vérité incontestable. Ce qui est établi, c'est l'existence des tribunaux révolutionnaires, des condamnations à mort, des exécutions et le rôle de Guevara dans leur fonctionnement et leur supervision. La question morale reste cependant entière, même sans chiffres spectaculaires. Guevara considère la violence révolutionnaire et la peine de mort comme légitimes dans certaines circonstances. Ses défenseurs replacent ces tribunaux dans le contexte d'une sortie de dictature et rappellent les crimes attribués aux forces de Batista. Ses détracteurs insistent sur la rapidité des procédures, leur caractère politique et l'insuffisance des garanties judiciaires. L'homme qui dénonçait la souffrance et l'injustice assumait donc aussi une conception du pouvoir dans laquelle la violence pouvait être utilisée au nom de la révolution. C'est probablement ici que le symbole commence déjà à devenir trompeur. L'image postérieure du Che romantique, éternel rebelle face à l'autorité, masque une étape fondamentale. Pendant plusieurs années, Guevara n'est pas seulement contre le pouvoir, il exerce le pouvoir. Et il doit être jugé historiquement aussi sur ce qu'il en fait. La difficulté de cette période tient aussi au changement de légitimité.
Dans la montagne, la violence était présentée comme celle d'une insurrection contre Batista. À la Havane, elle devient une violence exercée par un nouvel appareil d'État qui se donne le droit de juger ses ennemis. Le même homme peut donc être perçu, selon le moment observé, comme libérateur ou comme détenteur d'un pouvoir coercitif. C'est moins confortable qu'un slogan, mais historiquement plus juste. 1959 oblige à regarder Guevara non seulement à travers ce qu'il combattait, mais à travers les institutions qu'il contribue désormais à faire fonctionner. Après la victoire, Guevara occupe des fonctions de plus en plus importantes dans le nouvel État. Il participe à la réforme économique, dirige la Banque nationale de Cuba, puis devient ministre des Industries. La transition est spectaculaire. L'homme des montagnes se retrouve à gérer des institutions, à discuter de production, de commerce extérieur, d'investissement et de planification. C'est une partie de sa vie beaucoup moins connue que la guérilla, mais elle est indispensable pour comprendre le personnage. Guevara défend une transformation rapide de l'économie et de la société. Il insiste sur l'industrialisation, la planification centralisée et l'idée que le socialisme doit produire un homme nouveau, motivé moins par l'intérêt individuel que par la conscience collective. Il valorise le travail volontaire et participe lui-même à des journées de travail symboliques. Mais une politique économique ne se mesure pas seulement à ses intentions. Cuba affronte l'embargo américain, la rupture de circuits commerciaux anciens, le manque de cadres, des problèmes de productivité et une dépendance croissante envers l'Union soviétique. Les résultats sont difficiles et plusieurs objectifs industriels ne sont pas atteints. Guevara devient en parallèle une figure diplomatique. Il voyage, négocie, représente Cuba et participe au débat économique du monde socialiste. Cette expérience renforce progressivement ses divergences avec certaines pratiques soviétiques. Il reproche aux pays socialistes de traiter parfois les pays pauvres selon une logique commerciale trop proche de celle qu'ils prétendent combattre. Son socialisme se veut plus austère, plus volontariste, plus internationaliste. Cette radicalité idéologique expliquera en partie pourquoi il finit par se sentir à l'étroit dans le rôle d'un ministre installé. Il y a là une contradiction profonde. Guevara veut transformer la société par des institutions d'État, mais reste fasciné par la lutte armée et par l'idée du révolutionnaire qui risque sa vie sur le terrain. Il pourrait continuer sa carrière gouvernementale. Il choisira finalement de quitter le pouvoir qu'il a contribué à construire. Ses responsabilités économiques montrent également que Guevara ne se contente pas d'une posture symbolique. Il participe à des décisions concrètes qui engagent la production, les échanges, la formation des cadres et l'organisation du travail. Son projet est ambitieux, mais les résultats sont contrastés. L'économie cubaine reste confrontée à de fortes difficultés structurelles, tandis que ses ambitions industrielles se heurtent au manque de ressources, de cadres expérimentés et à la dépendance croissante envers l'Union soviétique. La révolution cubaine se déroule désormais au cœur de la guerre froide. En avril 1961, une force d'exilés cubains entraînée et soutenue par la CIA débarque dans la baie des Cochons. L'opération échoue. Pour le gouvernement cubain, cet épisode confirme que les États-Unis sont prêts à soutenir directement une tentative de renversement du nouveau régime. Les documents déclassifiés américains permettent aujourd'hui d'étudier l'opération sans dépendre uniquement des récits cubains ou des récits d'exilés. L'année suivante, la crise des missiles porte la confrontation à un niveau encore supérieur. L'Union soviétique déploie secrètement des missiles nucléaires à Cuba. Les États-Unis découvrent les installations et mettent l'île sous quarantaine navale. Pendant plusieurs jours d'octobre 1962, Washington et Moscou se rapprochent dangereusement d'une guerre nucléaire. Les documents officiels américains et les archives de la Kennedy Library permettent de reconstituer cette crise avec une grande précision. Guevara appartient alors au cercle dirigeant cubain et défend une ligne extrêmement radicale face aux États-Unis. Mais il faut éviter de lui attribuer des décisions qui relèvent de Fidel Castro, de Nikita Khrouchtchev ou des négociations entre les deux superpuissances. Il n'installe pas seul les missiles et ne négocie pas leur retrait. Ce que la crise renforce chez lui, c'est la conviction que l'affrontement avec Washington est structurel et qu'une révolution isolée restera vulnérable. Cette lecture l'éloigne peu à peu d'une stratégie centrée uniquement sur la consolidation de Cuba. Pour Guevara, la meilleure défense de la révolution cubaine devient l'extension de la révolution ailleurs. Le prochain Che ne veut plus seulement administrer un État, il veut multiplier les fronts. En 1964, un autre visage de Guevara apparaît. Costume militaire impeccable, pupitre officiel, conférence internationale. Le 25 mars, il prend la parole à Genève lors de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le 11 décembre, il représente Cuba à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. On peut encore entendre aujourd'hui sa voix réelle dans les archives audiovisuelles de cette période. À l'ONU, Guevara parle au nom de Cuba, attaque l'impérialisme,
défend les luttes anticoloniales et assume une identité révolutionnaire internationale. Sa rhétorique contribue puissamment à son image mondiale. Il n'est plus seulement un commandant cubain, il devient l'un des porte-paroles les plus reconnaissables du tiers-mondisme révolutionnaire. Pour certains mouvements, cette posture fait de lui un symbole de solidarité internationale. Pour ses adversaires, elle confirme au contraire sa volonté d'exporter la lutte armée. En février 1965, à Alger, sa radicalité apparaît encore plus clairement. Guevara critique les relations économiques entre pays socialistes et pays en développement et réclame une solidarité qui ne se réduise pas à des échanges commerciaux classiques. Cette intervention est politiquement sensible. Cuba dépend largement du bloc soviétique, mais l'un de ses dirigeants les plus célèbres critique publiquement certaines pratiques de ce même bloc. Le discours d'Alger marque ainsi une tension croissante entre son internationalisme révolutionnaire et les contraintes diplomatiques de l'État cubain. Quelques semaines plus tard, Guevara disparaît de la scène publique. Cette disparition nourrit les rumeurs. Est-il en conflit avec Castro? A-t-il été écarté? Prépare-t-il une nouvelle mission? Sa lettre d'adieu indique qu'il a choisi de quitter ses fonctions pour poursuivre la lutte ailleurs. Les raisons exactes de cette décision continuent d'alimenter les interprétations, mais son départ vers une nouvelle guerre, lui, ne fait aucun doute. Cette phase diplomatique révèle aussi une tension personnelle. Guevara est devenu une célébrité mondiale, mais il se méfie de la professionnalisation du révolutionnaire en fonctionnaire. Ses discours insistent sur le sacrifice, la discipline et l'internationalisme. Plus sa position officielle devient prestigieuse, plus il paraît attiré par l'idée de quitter le confort relatif du pouvoir pour revenir au risque. Cela ne signifie pas que chaque décision de départ soit expliquée par un seul motif. Cela montre simplement la cohérence entre sa parole publique et le choix qu'il s'apprête à faire, renoncer au rôle de ministre pour redevenir clandestin. En 1965, Guevara renonce à ses charges, à son rang dans l'appareil cubain et à la visibilité internationale qu'il avait acquise. Dans une lettre adressée à Fidel Castro, il explique qu'il considère avoir accompli la part de son devoir lié à la révolution cubaine et qu'il part vers d'autres terrains de lutte. Le document est essentiel, mais il reste un texte écrit par Guevara lui-même. Il expose sa justification, pas une vérité indépendante sur toutes les raisons de son départ. Le geste reste exceptionnel. À 36 ans, il pourrait demeurer ministre, diplomate ou dirigeant militaire à Cuba. Au lieu de cela, il choisit la clandestinité. Cette décision révèle l'un des traits les plus constants de son parcours. La révolution n'est pas pour lui un moyen d'obtenir une fonction. Elle est une obligation permanente. Le pouvoir acquis n'a de sens que s'il sert une transformation internationale plus vaste. Cette logique a aussi quelque chose d'implacable. Guevara accepte l'idée de quitter sa famille, son pays d'adoption et une position confortable pour une nouvelle guerre dont l'issue est incertaine. Ce choix nourrit évidemment le mythe héroïque, mais il montre aussi sa rigidité idéologique. Il reste convaincu que la guérilla peut être reproduite et que l'exemple cubain doit être exporté. Sa prochaine expérience va pourtant ébranler cette certitude. Au printemps 1965, Guevara part secrètement en Afrique pour soutenir une rébellion congolaise liée à l'héritage politique de Patrice Lumumba. Une petite force cubaine rejoint les combattants locaux. L'objectif est ambitieux: transmettre l'expérience militaire cubaine, renforcer l'organisation de la guérilla et contribuer à créer un nouveau foyer révolutionnaire sur le continent africain. Très vite, les difficultés s'accumulent. Les Cubains connaissent mal le terrain, les langues, les structures politiques et les rivalités locales. Les forces rebelles sont divisées. La coordination est difficile. Les attentes de Guevara envers les responsables congolais entrent en collision avec la réalité du mouvement qu'il découvre. Dans ses propres récits, écrits après l'expédition, il se montre sévère, parfois même amer, envers les combattants et les dirigeants qu'il a côtoyés. Mais il raconte aussi un échec dont il porte lui-même une part de responsabilité. Le Congo révèle une faiblesse majeure du raisonnement révolutionnaire du Tché. La guerre de Cuba n'était pas un mécanisme universel qu'il suffisait de reproduire. La légitimité locale, le soutien de la population, la cohésion du commandement, les réseaux politiques et le contexte international varient d'un pays à l'autre. Une poignée de vétérans cubains ne peut pas créer artificiellement toutes les conditions qui avaient rendu possible la victoire contre Batista. En novembre 1965, l'expédition est abandonnée. Guevara quitte le Congo. Il a perdu des hommes, du temps et une partie de ses certitudes. Pourtant, il n'abandonne pas la stratégie de la guérilla internationale. Au lieu de revenir durablement à la vie politique cubaine, il prépare une nouvelle tentative, cette fois en Amérique du Sud. Le Congo aurait pu être la conclusion de son aventure militaire. Il devient seulement le prélude à la Bolivie. À la fin de 1966,
Guevara arrive clandestinement en Bolivie sous une fausse identité et avec une apparence modifiée. Il rejoint une zone rurale du sud-est du pays où doit être implanté un nouveau foyer de guérilla. Son ambition ne se limite pas à renverser le gouvernement bolivien, la Bolivie doit servir de point d'appui à une dynamique révolutionnaire plus large en Amérique du Sud. Guevara tient un journal presque quotidien. Il y consigne les déplacements, les tensions, le ravitaillement, la maladie, les combats, les pertes et les difficultés de communication. Ce journal permet de suivre la campagne de l'intérieur, mais il reste le regard du chef de la guérilla. En parallèle, l'armée bolivienne, les responsables politiques et les services américains observent la situation depuis un tout autre angle. La situation se dégrade rapidement. Le soutien paysan espéré reste limité. Les relations avec le Parti communiste bolivien se détériorent. Le groupe se divise. Les malades et les blessés compliquent les déplacements. Le ravitaillement devient difficile. L'asthme de Guevara, qui l'accompagne depuis l'enfance, redevient un problème concret dans un environnement où les médicaments sont rares. La campagne est de plus en plus éloignée de la dynamique qui avait existé dans la Sierra Maestra. Les États-Unis suivent la situation de près. Des documents déclassifiés montrent que les services américains cherchent à confirmer la présence de Guevara, analysent la guérilla et soutiennent la contre-insurrection bolivienne. Le 10 mai 1967, un câble de la CIA fait état d'informations sur sa présence auprès des guérilleros. Les Rangers boliviens reçoivent un entraînement américain. Cette aide est réelle, mais elle ne signifie pas que toutes les décisions prises ensuite par l'armée bolivienne viennent directement de Washington. Au fil des mois, les taux se resserrent. Le journal de Guevara devient le récit d'un groupe de plus en plus isolé. Plusieurs compagnons sont tués, des unités de l'armée bolivienne améliorent leur capacité à poursuivre les guérilleros. Le dernier texte quotidien du journal est daté du 7 octobre 1967. Le lendemain, la campagne bascule définitivement. La campagne bolivienne montre enfin le décalage entre la réputation internationale du Che et sa faiblesse locale. À l'étranger, son nom est déjà mondialement connu. Dans la zone où il combat, cette notoriété ne produit pourtant ni ravitaillement automatique, ni réseau politique suffisant, ni adhésion paysanne massive. Le prestige accumulé à Cuba et dans les conférences internationales ne remplace pas l'enracinement. Cette contradiction est centrale. Guevara est devenu une figure globale au moment même où sa guérilla dépend de réalités extrêmement locales qu'il contrôle mal. L'échec ne vient donc pas d'un seul facteur, mais de l'addition d'isolement politique, de contraintes militaires, de problèmes logistiques et d'une adaptation insuffisante au terrain. Le 8 octobre 1967, la guérilla est engagée dans la Quebrada del Hierro. Guevara est blessé et capturé par des soldats du 2e bataillon de Rangers boliviens. Les premiers messages de renseignement restent prudents sur l'identité du prisonnier. Il est ensuite conduit à la Higuera et détenu dans une petite école. Il est vivant. Ce point est important parce qu'il contredit la version publique initiale selon laquelle il serait mort de blessures reçues au combat. Félix Rodriguez, un agent cubano-américain lié à la CIA, se trouve auprès des forces boliviennes et rencontre Guevara. La présence américaine autour de l'opération est donc bien réelle. Un mémorandum de Richard Helms, directeur de la CIA, daté du 11 octobre, rapporte que l'ordre de tuer Guevara est venu du quartier général de l'armée bolivienne. Les documents disponibles distinguent ainsi l'assistance américaine de la décision bolivienne d'exécuter le prisonnier. Le 9 octobre, Guevara est exécuté. Un mémo de la CIA décrit un prisonnier blessé à la jambe, mais vivant au moment de sa capture, puis rapporte l'exécution ordonnée par le commandement bolivien. Les autorités boliviennes donnent d'abord à la presse une version différente, affirmant qu'il est mort des suites de blessures reçues au combat. Les documents publiés par la suite contredisent cette première version officielle. Ses dernières paroles restent incertaines. Plusieurs phrases célèbres lui sont attribuées par des témoins, des militaires ou des comptes rendus de renseignements, mais aucun enregistrement audio ne permet d'en fixer une version définitive. Un mémorandum de la CIA daté du 13 octobre rapporte certaines déclarations tenues avant son exécution, mais elles nous parviennent par l'intermédiaire de témoins et de comptes rendus. Elles doivent donc être considérées comme des paroles rapportées et non comme une citation certaine mot pour mot. Guevara meurt à 39 ans. Sa campagne bolivienne est une défaite militaire nette. Il n'a pas créé le foyer révolutionnaire continental qu'il imaginait. Mais sa mort produit un effet politique et culturel paradoxal. Elle fixe son visage et son histoire dans une forme que plus aucune victoire ou défaite ultérieure ne pourra modifier. Après l'exécution, le corps de Guevara est transporté à Valley Grande et exposé. Des journalistes et des photographes sont autorisés à le voir. Les images font rapidement le tour du monde.
Elles deviennent l'une des dernières représentations du révolutionnaire avant que son corps ne disparaisse pendant des décennies. Les autorités boliviennes dissimulent ensuite le lieu d'inhumation. Pendant 3 décennies, le lieu exact où reposent les restes de Guevara reste absent de la mémoire publique. Cette disparition contribue encore au mythe. Le visage est partout, le corps nulle part. En 1997, des recherches menées près de Vallée Grande aboutissent à la découverte de restes attribués à Guevara et à plusieurs de ses compagnons. Ils sont ensuite transférés à Cuba, où Guevara est inhumé à Santa Clara. Les restes attribués à Guevara sont transférés à Cuba et déposés à Santa Clara, la ville associée à sa victoire de 1958. Le lieu devient un mémorial officiel. Là encore, mémoire et histoire ne sont pas identiques. Un mausolée montre comment un État choisit de commémorer un personnage. Il ne résout pas les débats sur son action. Mais le retour à Santa Clara boucle symboliquement le parcours. La ville de la victoire militaire devient celle de la mémoire posthume. À ce stade, Che Guevara n'est plus seulement un personnage historique. Il est devenu un objet de mémoire concurrente. Héros révolutionnaire à Cuba et dans une partie de la gauche mondiale, figure de répression pour ses adversaires, martyr pour certains mouvements, symbole romantique pour d'autres. Le corps retrouvé ne met pas fin au mythe, il lui donne un lieu. Le 5 mars 1960, lors d'une cérémonie organisée à La Havane après l'explosion du navire La Coubre, le photographe Alberto Corda prend une photographie de Guevara. Elle deviendra célèbre sous le nom de Guerriero Heroico. Sur le moment, personne ne peut savoir que ce portrait deviendra l'une des images politiques les plus reproduites du XXe siècle. Et pourtant, cette photographie finira par remplacer presque toute la biographie dans la mémoire collective. Après la mort de Guevara, l'image se diffuse à une vitesse considérable. L'interprétation graphique réalisée par Jim Fitzpatrick joue un rôle majeur dans cette propagation. L'affiche simplifie le visage jusqu'à en faire un signe. Cheveux, béret, étoile, regard. Dès lors, Che peut être reconnu sans contexte, parfois sans même que celui qui porte son image connaisse les détails de la révolution cubaine, du Congo ou de la Bolivie. Cette diffusion produit un paradoxe presque parfait. Guevara, critique du capitalisme et de la marchandisation, devient lui-même une marchandise visuelle. Son visage apparaît sur des affiches politiques, des graffitis, des vêtements et d'innombrables objets commerciaux. Mais il serait trop simple de conclure que cette récupération annule automatiquement sa signification politique. Selon les lieux et les époques, l'image continue aussi de servir dans des manifestations, des mouvements révolutionnaires ou des revendications sociales. Une même icône peut donc être simultanément marchandise, symbole politique et simple élément de culture populaire. Et surtout, une image n'est pas une biographie. Guerriero Heroico ne montre ni la cabana, ni les débats économiques, ni les erreurs industrielles, ni les désaccords avec le bloc soviétique, ni l'échec du Congo, ni l'isolement bolivien. Elle ne montre pas non plus la complexité des motivations qui ont conduit un médecin argentin à devenir un révolutionnaire professionnel. L'icône simplifie exactement ce que l'histoire doit compliquer. Alors, qui était Che Guevara? Un médecin marqué par ses voyages et par les inégalités du continent. Un révolutionnaire convaincu que la lutte armée pouvait accélérer l'histoire. Un commandant important de la révolution cubaine. Un dirigeant du nouvel État ayant exercé de réelles responsabilités politiques et économiques. Un homme qui a soutenu une justice révolutionnaire capable de prononcer la mort. Un diplomate international. Un critique radical du capitalisme, mais aussi de certaines pratiques du camp soviétique. Et enfin, un guerriero qui échoue au Congo puis en Bolivie. Toutes ces dimensions sont vraies en même temps. C'est ce qui rend les deux caricatures insuffisantes. Le héros sans ombre exige d'effacer les tribunaux, les exécutions et l'autoritarisme révolutionnaire. Le monstre, réduit à quelques slogans, exige d'effacer le contexte latino-américain, la dictature de Batista, l'intervention américaine au Guatemala, la guerre froide, les aspirations sociales qui ont nourri la révolution cubaine et l'engagement réel de Guevara pour ses convictions. L'histoire n'a pas besoin de sauver ou de condamner un personnage avant de l'étudier. La trajectoire de Guevara contient aussi une ironie politique majeure. La victoire cubaine lui fait croire qu'un foyer révolutionnaire peut être reproduit. Le Congo démontre une première fois que les conditions locales ne se commandent pas. La Bolivie le démontre une seconde fois, de manière définitive. Il perd donc précisément là où il voulait prouver que l'expérience cubaine pouvait devenir une stratégie internationale. Et pourtant, l'homme perd sa dernière guerre au moment où commence la victoire de son image. La Bolivie peut mettre fin à la guérilla. Elle ne peut pas empêcher la circulation du portrait de Corda, la transformation de Guevara en martyr, puis en affiche, en slogan,
en objet commercial et en référence culturelle mondiale. Son héritage échappe alors autant à ses ennemis qu'à ses admirateurs. Plus d'un demi-siècle après sa mort, Che Guevara reste ainsi mondialement reconnaissable et souvent très mal connu. Peut-être que la meilleure façon de le comprendre consiste à faire l'inverse de ce qu'a fait son icône. Ne pas simplifier, ne pas supprimer les contradictions, ne pas confondre une photographie avec un homme, et accepter qu'un destin extraordinaire puisse contenir à la fois de l'idéal, de la violence, de la réussite, de l'échec, de la conviction et de l'aveuglement. Si ce documentaire vous a permis de découvrir l'homme derrière le symbole, vous pouvez vous abonner à Destin extraordinaire. Ici, nous racontons les personnages qui ont marqué l'histoire sans les enfermer dans la légende qui leur a survécu. Parce que derrière chaque destin extraordinaire, il reste toujours une histoire plus complexe que l'icône.